Près de Paris à Suresnes, il existe une clairière sur une colline paisible au sein d'une forteresse. C'est ici, au Mont Valérien, qu'un peu plus d'1 millier d'hommes ont trouvé la mort entre 1941 et 1944, exécutés par l'armée d'occupation allemande. C'est aussi le lieu que le général de Gaulle choisit pour ériger un mémorial afin de rendre un hommage national à ceux qui ont combattu au nom de la France pendant la Seconde Guerre mondiale. Elle, Renée, et eux, Honoré, Joseph, Bernard et Georges, étaient communistes, gaullistes, syndicalistes ou sans engagement. Tous différents, ils étaient frères et sœurs en humanité. Ils sont les visages du Mont Valérien. Je suis Jean-Baptiste Romain, directeur du Mémorial du Mont Valérien. Dans ce podcast, je vous propose de découvrir les parcours et les mémoires intimes de ces héros et héroïnes de cette terrible guerre, pour que la flamme de leur mémoire jamais ne s'éteigne. Au pied de la colline du Mont Valérien, on traverse une large esplanade. Elle est en forme de V, comme le V de la victoire, si cher au général de Gaulle, fondateur du mémorial de la France combattante. Devant nous se dresse un mur long de 150 mètres, portant 16 hauts-reliefs en bronze, allégorie de l'héroïsme des combattants et des formes multiples du combat contre les nazis. Une flamme éternelle, la flamme de la résistance, brûle au centre. On lève les yeux sur une gigantesque croix de Lorraine, emblème de la France libre et des forces françaises de l'intérieur. En poussant l'une des 2 lourdes portes de bronze qui entourent cette croix, nous pénétrons maintenant dans la crypte du mémorial de la France combattante. Le silence règne dans ce lieu du souvenir. L'atmosphère est solennelle. 17 tombeaux vides, des cénotaphes, sont recouverts du drapeau français. Ces combattants symbolisent la France au combat de 1939 à 1945 et les divers aspects de la lutte engagée. Ce sont des soldats de la campagne de 1939-40, des membres des forces françaises libres, des résistants de l'intérieur et des combattants de l'armée de libération. Une résistante déportée est également choisie pour évoquer le martyr de la déportation. Cette résistante, c'est Renée Lévy. Il est très probable que vous n'ayez jamais entendu parler d'elle. Personnage mystérieux, assassinée à 36 ans par les Allemands, Renée Lévy incarnait à elle seule la bête noire du nazisme. Cette jeune femme moderne aux cheveux courts, au regard lumineux, avait tout pour déplaire aux nazis. Elle était juive, féministe et communiste. Renée Lévy fut surtout une grande héroïne de la résistance. Renée Lévy naît le 25 septembre 1906 à Auxerre, une charmante petite ville médiévale du nord de la Bourgogne. Ses parents, Berthe et Léon, sont professeurs de lettres et son grand-père est grand rabbin de France. Elle n'a que 3 ans lorsque Léon, son père, meurt en laissant Berthe seule avec leurs 2 filles, Germaine et Renée. Berthe quitte Auxerre et emménage à Paris, où elle enseigne au lycée Victor Hugo. Renée étudie l'anglais puis les lettres. Elle obtient l'agrégation en 1932. Comme sa mère et sa sœur, la jeune femme décide d'enseigner. En 1936, Renée donne ses premiers cours au lycée de jeunes filles de Lille. Là, elle découvre le mouvement féministe pour lequel elle se passionne. Elle assiste à des conférences et écrit dans le journal du mouvement. Parmi les femmes résistantes, il y a un certain nombre de femmes qui ont été déjà, qui s'étaient engagées dans les années 30, comme Renée Lévy, pour, par exemple, dans des manifestations pour le droit de vote. Vous entendez la voix de Mechtil Gilsmer, historienne, professeure de civilisation française rattachée à l'université de Sarrebruck. Il faut souligner le fait, à mon avis, que justement pour les femmes, le fait d'être dans la résistance, c'était pas seulement un acte qui se dirigeait contre l'occupant, mais ça peut aussi être compris comme un constat politique de citoyennes de femmes qui demandent aussi à participer à la chose commune en tant que citoyennes. Il y a une certaine logique dans le lien entre féminisme et résistance, effectivement. En mai 1940, Hitler et les troupes allemandes envahissent la France.
En juin 1940, le maréchal Pétain, à la tête du nouveau gouvernement français, signe l'armistice avec l'Allemagne. Paris, dans la zone occupée au nord, passe sous la domination allemande. Le gouvernement français est replié à Vichy, dans la zone libre au sud, et collabore activement avec l'occupant. Le 3 octobre 1940, le régime de Vichy promulgue une loi antisémite. C'est le premier statut des Juifs qui interdit aux personnes juives d'exercer dans la fonction publique. Parce qu'elle est juive, Renée n'a plus le droit d'enseigner. Elle doit quitter le lycée Victor Hugo où elle était professeure de grec et de latin. Des amis lui proposent de se réfugier dans un village des Alpes. Mais Renée refuse. Elle a choisi la résistance. En janvier 1941, Renée rejoint l'un des tout premiers groupes clandestins formés en opposition au régime de Vichy. Ce réseau naît dans les locaux du Musée de l'Homme à Paris, juste après l'annonce de l'armistice en juin 1940 et l'appel du général de Gaulle. Fondé notamment par la bibliothécaire du musée, Yvonne Audon, le groupe comprend un important nombre de femmes, dont Germaine Tillion, qui va bientôt diriger un important secteur du réseau. Malheureusement, les chiffres manquent pour documenter le nombre exact de femmes qui ont participé à la résistance en France. Ce qu'il faut dire, c'est que pendant très longtemps, la résistance a été vue comme une affaire militaire. Elle a été aussi, dans l'historiographie, représentée, décrite comme une affaire militaire. L'accent était mis sur les activités militaires et donc les activités des hommes. D'après des recherches qui ont été menées de manière plus approfondie ces dernières années, on constate quand même que le nombre de femmes qui sont actives dans la résistance, le nombre de femmes autonomes qui font ça de manière autonome, à partir d'elles-mêmes, si je puis dire, est plus élevé qu'on ne pensait. Et ce n'est pas étonnant puisque les hommes ne sont pas là. Les hommes sont des prisonniers de guerre, donc je pense que ça aussi, on l'a longtemps négligé de regarder de près la vie quotidienne des femmes. Par exemple, ce qui est très étonnant ou ce qui est remarquable, c'est que dans une des activités qui jouait un rôle très important à partir de 40, c'était d'aider les pilotes anglais, britanniques qui avaient été parachutés et qui devaient se réfugier ou aller en zone sud. C'est-à-dire l'évasion de ces pilotes a été en très grande partie aidée. Ils ont été aidés par les femmes. Il y a dans ce mode de résistance, si je puis dire, il y a 30% de femmes, alors que normalement, par rapport pour avoir une idée sur le chiffre et l'importance des femmes dans la résistance, on dit généralement qu'il y a 10% des femmes dans la résistance par rapport à 90 quant aux hommes, mais bon, tout ça, toujours, il faut voir de quel domaine on parle. Un domaine où les femmes sont très actives aussi, c'est dans les manifestations des ménagères. Ça, c'est une activité particulière ou très spécifiquement de femmes qui vont faire des manifestations ou des tracts. Par exemple, Lise London, c'est une résistante connue qui, entre autres, a participé à ces manifestations de ménagères, qui a distribué des tracts et qui a été déportée. Au sein du réseau, Renée Lévy est chargée d'une mission périlleuse. Elle doit diffuser des tracts et des journaux pour convaincre la population française de résister à l'occupant. Elle fait notamment circuler le discours de Winston Churchill, le Premier ministre du Royaume-Uni, diffusé le 21 octobre 1940 depuis Londres par la radio anglaise, la BBC. Français, armez vos cœurs à neuf avant qu'il ne soit trop tard. Rappelez-vous de quelle façon Napoléon disait avant une de ses batailles: soldats, à Iéna, contre ces mêmes Prussiens, aujourd'hui si arrogants, vous étiez 1 contre 3. À Montmirail, 1 contre 6. Je refuse de croire que l'âme de la France soit morte et que sa place parmi les grandes nations du monde puisse être perdue pour jamais. Renée Lévy se sert notamment d'un émetteur radio pour diffuser des informations en faveur de la résistance.
Après des arrestations au sein du réseau du Musée de l'Homme en mars 1941, René Lévy intègre le réseau Hector, spécialisé dans le recueil de renseignements militaires. Mais le réseau Hector est infiltré par un V-Mann, Vertrauensmann, un homme de confiance, membre du contre-espionnage allemand. Andreas Vollmer, alias Albert Richir, est un agent double qui prétend être officier dans l'Intelligence Service britannique. L'espion allemand parvient à se procurer la liste des agents du réseau. René est sur la liste. Le 10 décembre 1941, elle est arrêtée à Paris par la Gestapo, l'impitoyable police secrète de l'État allemand. Elle est d'abord internée à la prison de la Santé, puis elle est transférée le 11 janvier 1942 à Koblenz, en Allemagne, pour être jugée par un tribunal militaire allemand. Dans l'acte d'accusation, le procureur déclare « L'accusé Lévy fournit au co-accusé Hérault des informations militaires importantes qui étaient destinées au service de renseignement anglais. Elle reçut pour cette activité qu'elle accomplissait comme juive par haine contre l'Allemagne au moins 500 francs. Plus tard, elle participe à la création d'un émetteur. » Cette question d'émetteur, parce que c'est une des activités les plus dangereuses. Et parmi les femmes, c'était des femmes de l'Intelligence Service des Britanniques, soit du SOE, soit du PCRA, c'est-à-dire la section française. Ces femmes qui ont été envoyées en France pour ce genre d'activité, étaient exposées à un grand danger. Parmi ces femmes, un tiers ont été arrêtés. Un tiers de ces femmes ont été arrêtées et ont été exécutées en Allemagne. L'exécution en Allemagne, loin des siens, loin de sa patrie. C'est le sort qui attend René Lévy. Après avoir été jugée en 1942, elle est maintenue au secret dans plusieurs prisons allemandes, selon le fameux décret Nacht und Nebel, nuit et brouillard, qui ordonne la déportation des résistants et des opposants au Troisième Reich vers l'Allemagne. Il stipule que A. Les prisonniers disparaîtront sans laisser de traces et B. Aucune information ne sera donnée sur leur lieu de détention ou sur leur sort. Mais le sort de René Lévy diffère aussi de celui de ses camarades résistants parce qu'elle est une femme. De manière générale, les femmes qui ont été arrêtées et condamnées à mort, contrairement aux hommes, n'ont pas été exécutées en France. Il y a certainement plusieurs raisons à cela, mais le fait est que ces femmes sont déportées en Allemagne. Contrairement aux hommes, elles sont déportées en Allemagne. Et là, si elles sont soit graciées, soit exécutées en Allemagne, comme René Lévy. Et on peut dire que les femmes juives et communistes, ou communistes, n'ont très rarement été graciées. Donc il y a là aussi une différence de traitement qui est liée à l'idéologie nazie qui voit dans le judéo-bolchevisme la cause centrale de la guerre, etc. Cette idéologie se traduit dans le traitement des femmes par l'armée allemande. Les hommes, condamnés à mort, sont fusillés en France, tandis que les femmes sont déportées en Allemagne avant d'être guillotinées. À mon avis, ça traduit une répression genrée, comme on dit, une répression où l'appartenance au sexe féminin joue un rôle. C'est-à-dire, l'homme est traité comme un combattant, un soldat, qu'on fusille, et la femme n'est pas considérée comme combattante. Le 31 août 1943, René Lévy est guillotinée dans la cabane d'exécution de la prison de Cologne. Elle allait avoir 37 ans. Ses lettres d'adieu à sa famille, remises à une compagne de cellule, ont disparu avec la mort de cette dernière. Avant de mourir, René aurait défié ses bourreaux avec ces mots. « Je suis française et j'ai bien fait de servir mon pays. Je regrette seulement de n'avoir pas pu en faire davantage. » Le 29 octobre 1945, le nom de René Lévy est tiré au sort pour être inhumé au Mont Valérien,
au mémorial de la France combattante, aux côtés de 16 autres résistants et militaires également tirés au sort. En 1960, les cénotaphes sont transportés au mémorial, inauguré par le général de Gaulle. Et l'on peut dire maintenant que la patrie possède ici un nouveau haut lieu. Ce monument qui recèle en lui maintenant le trésor de la France, en la personne de ces 16 glorieux, tués, déportés, fusillés, combattants, blancs ou noirs, chrétiens, juifs, musulmans, qui sont venus ici reposer à jamais et représenter à jamais l'esprit de sacrifice et l'amour de la liberté et de la patrie. Et c'est ce qui donne aujourd'hui tout son sens à ce geste du président de la République, surtout lorsque ce président de la République s'appelle le général de Gaulle et que nous sommes le 18 juin. Le Mont Valérien, comme lieu historique, c'est un lieu où des hommes ont été fusillés. Aucune femme n'a été fusillée au Mont Valérien. C'est-à-dire, nous avons donc un lieu avec une histoire qui est liée aux hommes, et nous avons un lieu de mémoire qui a été plaqué sur ce lieu concret historique pour donner une certaine image, pour raconter une certaine histoire de la Deuxième Guerre mondiale, et c'est l'histoire du mouvement de la résistance, de la France libre, de Gaulle, qui crée et qui raconte en fait une contre-histoire. C'est-à-dire, au lieu de parler des hommes qui, dans une grande majorité, étaient des communistes, qui ont été fusillés là, de Gaulle va créer un monument qui va être inauguré en 1960 et qui raconte une autre histoire, qui raconte l'histoire de la France victorieuse. Et donc, c'est pour ça qu'il choisit en tout donc les 16 personnes qui représentent maintenant 17, les 16 personnes qui représentent cette histoire. Déjà, il est remarquable de constater qu'il faut 17 personnes pour parler de la guerre. Normalement, les monuments qu'on avait érigés jusqu'à avant, c'était des monuments qui commémoraient un soldat ou 2 soldats, c'est-à-dire qui était un monument pour la mémoire des soldats militaires. Alors que là, il faut une multitude de corps pour représenter l'expérience multiple de la Deuxième Guerre mondiale, où les particuliers, les individus, étaient beaucoup plus impliqués que dans les guerres précédentes. Ça, c'est une première chose. Mais ce qui est intéressant, c'est que de Gaulle met l'accent quand même sur l'aspect militaire, c'est-à-dire il va choisir 14 personnes qui représentent des actes militaires. Il y a une seule personne qui représente la déportation pour raisons politiques, René Lévy. Et il y a 3 personnes, 2 hommes et une femme, Berthier Albrecht, qui représentent la résistance intérieure. Donc, une minorité de personnes qui représentent la résistance, une majorité qui représente l'aspect militaire victorieux. C'était une stratégie très habile et intelligente pour faire oublier que la France avait perdu la guerre. Ça donne l'image d'une France victorieuse. À titre posthume, René Lévy reçoit plusieurs distinctions. La Croix de guerre, la Médaille de la Résistance et la Croix de chevalier de la Légion d'honneur. En 1983, un timbre à son effigie est imprimé, sur lequel son regard droit et clair nous fixe à jamais, assorti du sourire confiant qui dément le destin tragique qui fut le sien. Dans le hall d'entrée du lycée Victor Hugo, une plaque lui rend hommage. Résistante de la première heure, elle n'a cessé de faire preuve du patriotisme le plus ardent et d'une activité sans cesse renouvelée, tant au cours de dangereuses missions dont elle fut chargée qu'au cours de sa longue captivité. Vous venez d'écouter un épisode
épisode de Mémoires intimes du Mont Valérien, un podcast produit par le Mémorial du Mont Valérien et Louis Média. La journaliste Manon Gel a présenté le portrait de René Lévy, coécrit avec Jeanne Portier, médiatrice culturelle au Mont Valérien. Elle a également réalisé l'interview de Mechtil Gilsmer et fait le montage de cet épisode. Nicolas Vert en a fait la réalisation et le mixage et en a composé la musique. Vous avez entendu les voix des comédiens Éric Sénat et Claire Vidoni du Théâtre de l'Imprévu. Cet épisode a été enregistré au studio La Fugitive à Paris. L'illustration est de Virgile Dureuil. Vous pouvez retrouver tous les épisodes de Mémoires intimes du Mont Valérien sur toutes les plateformes de podcast. Le Mont Valérien remercie particulièrement Rachel Guéroumi, Margot Marie-Catherine, l'association Mémoire Solidarité Jeunesse 92, la Fondation pour la mémoire de la Shoah, la délégation interministérielle à la lutte contre le racisme, l'antisémitisme et la haine anti-LGBT et toute l'équipe des hauts lieux de la mémoire nationale en Île-de-France. Pour en savoir plus sur le Mémorial du Mont Valérien, rendez-vous sur les réseaux sociaux du Mémorial du Mont Valérien.